On s'est tous déjà retrouvés au supermarché devant un yaourt qui promet de renforcer les défenses ou une margarine qui aide à lutter contre le cholestérol. Et on se demande tous la même chose, est-ce que c'est du marketing pur et dur ou est-ce qu'il y a de la vraie science derrière? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, au programme, on va d'abord remonter aux origines de l'idée de l'aliment-médicament. Ensuite, on va essayer de démêler le vrai du faux entre aliments, compléments et médicaments. Après ça, on verra qui est l'arbitre qui valide ces fameuses promesses santé, puis on passera au crible 5 aliments très concrets. Et enfin, on prendra un peu de recul pour voir la situation dans son ensemble. Allez, on attaque. Première partie, la nourriture comme remède. Une idée qui, on va le voir, ne date pas d'hier, mais que la science moderne regarde de très très près. Et oui, cette idée n'est pas du tout nouvelle. Hippocrate lui-même, il y a plus de 2000 ans, disait déjà que ton aliment soit ton seul médicament. C'est fou de se dire que ça nous ramène si loin en arrière, et pourtant, c'est vraiment le cœur du sujet qu'on explore. Alors, le fameux mot aliment, c'est une invention bien française, une contraction super simple entre aliment et médicament. Ça désigne en gros un aliment qui fait plus que juste nourrir, il apporte un vrai plus pour la santé. Cela dit, pour être précis, le terme scientifique et officiel, c'est aliment fonctionnel. On passe à la suite. Aliments, compléments ou carrément médicaments. C'est là que ça devient flou pour beaucoup de monde. Mais promis, on va essayer de tracer des lignes bien claires pour y voir plus clair. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est concrètement, qu'est-ce qui différencie un aliment fonctionnel d'un complément alimentaire et d'un médicament? Eh bien, la réponse tient en 3 mots, l'objectif, la forme et surtout, la loi. Regardons ça de plus près. L'alicament, ou aliment fonctionnel, ça ressemble à de la nourriture normale et son but c'est d'améliorer le bien-être. Le complément, lui, se présente sous forme de gélules, de poudre, bref, une dose concentrée pour compléter l'alimentation. Et enfin, le médicament, son but est clair, traiter ou guérir une maladie. Mais la différence fondamentale, elle est juridique. Les deux premiers, c'est le droit alimentaire. Le dernier, c'est le droit pharmaceutique. Et croyez-moi, c'est beaucoup, beaucoup plus strict. Troisième partie. C'est bien beau d'avoir des règles, mais qui est l'arbitre du jeu? Qui vérifie que les promesses écrites en gros sur les emballages ne sont pas du vent? En Europe, ce gendarme, c'est l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Et le processus, c'est du sérieux. L'entreprise doit d'abord monter un dossier scientifique en béton. Ensuite, l'EFSA épluche tout ça de manière totalement indépendante. Et seulement si le feu est vert, alors la Commission européenne donne son autorisation. C'est un vrai parcours du combattant. Le principe est donc ultra simple et non négociable. Pas de preuves scientifiques solides, pas le droit d'afficher une allégation de santé. Point. C'est la règle d'or d'un règlement européen de 2006 qui a vraiment fait un grand ménage dans le Far West des arguments marketing de l'époque. Quatrième partie. Bon, à cette théorie, on va voir ce que ça donne dans la vraie vie. On va passer au grill 5 aliments qu'on trouve tous les jours dans nos rayons. On commence avec le champion, la star des alicaments, les stérols végétaux qu'on trouve par exemple dans certaines margarines. Là, leur efficacité est tellement prouvée que l'EFSA a validé noir sur blanc. Si on en consomme entre 1,5 et 2,4 grammes par jour, on peut faire baisser son cholestérol jusqu'à 10,5%. Ici, la science est juste indiscutable. Un autre exemple en béton, les bêta-glucanes. Ce sont des fibres qu'on trouve dans l'avoine ou l'orge. Le mécanisme est presque mécanique. Dans l'intestin, ces fibres forment une sorte de gel qui vient piéger le cholestérol et l'empêche de passer dans le sang. Pour que ça marche, il faut en consommer au moins 3 grammes par jour. Là encore, preuve faite, allégation autorisée. Ah, le cas des probiotiques, c'est passionnant parce que ça nous amène pile à la frontière de la preuve. Côté prouvé, validé, autorisé en Europe, il n'y a qu'une chose. Les ferments vivants du yaourt aident à digérer le lactose. Point. Mais de l'autre côté, il y a un champ de recherche immense et super prometteur sur l'immunité, le poids, la santé mentale. Sauf que pour l'EFSA, pour l'instant, les preuves ne sont pas encore assez solides. Pour les oméga-3 des poissons gras, tout est une question de nuance. Sur un point précis, la réduction des triglycérides dans le sang, les preuves sont très fortes. Par contre, sur la prévention générale des maladies du cœur, c'est plus compliqué. Ça laisse penser que le secret, c'est peut-être le poisson dans son ensemble, ce que les scientifiques appellent la matrice alimentaire, et pas juste l'huile extraite. Au final, la recommandation reste simple et efficace. Mangez du poisson 2 fois par semaine. Mais attention, il y a un dernier piège. Ce n'est pas tout d'avoir un ingrédient puissant, il faut aussi qu'il arrive à bon port dans notre corps. C'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. L'exemple parfait, c'est la curcumine du curcuma. C'est une molécule super intéressante, mais quand on la mange comme simple épice, notre corps l'absorbe très très mal. Son efficacité réelle dépend donc énormément de la manière dont elle est préparée et formulée. Allez, dernière ligne droite. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va prendre un peu de hauteur pour dépasser l'idée de la solution miracle et voir la situation dans son ensemble. Bon, si on devait retenir 3 choses essentielles, ce serait celle-ci.
Premièrement, la réglementation en Europe est vraiment stricte. Pas de preuves, pas de promesses. Deuxièmement, le niveau de preuve scientifique varie énormément d'un produit à l'autre. Et troisièmement, et c'est sans doute le plus important, les alignements sont des outils, ce ne sont pas des remèdes miracles. Et cette phrase résume parfaitement l'idée. Les alicaments ne sont pas des balles magiques qui peuvent effacer les effets d'un mode de vie déséquilibré. Leur vraie place, leur vraie valeur, c'est de venir s'ajouter à une alimentation qui est déjà à la base saine et variée. Alors, quel est l'avenir de tout ça ? On se dirige très probablement vers une nutrition de plus en plus personnalisée. Imaginez un jour des recommandations alimentaires conçues sur mesure, juste pour nous, en fonction de notre ADN ou de notre microbiote intestinal. Dans ce futur, les alicaments ne seraient plus des produits de masse, mais de véritables outils de précision pour une santé sur mesure. Et ce futur n'est peut-être pas si loin.